Michel a déjà commencé à poser le sujet. À FEST, on a déjà la déclinaison de l'acronyme, Action de formation en situation de travail. Il nous a dit également qu'on peut s'imaginer, action de formation en situation de travail, qu'on est dans un cadre où finalement on va se former tout en restant sur son poste de travail. Pour autant, il y a un encadrement qui est un petit peu plus formalisé que cela, qui pourra éventuellement donner lieu effectivement à une prise en charge, une reconnaissance déjà en tant qu'action de formation au sens réglementaire du terme, voire à une prise en charge au niveau de l'OPCO Atlas. Donc je vais commencer tout de suite par ce qu'on a présenté, je vais revenir en arrière parce que voilà, il y a un ouvrage qui a été fait par OPCO Atlas et qui est extrêmement pédagogique, donc là on fait de la pub. Et donc je vais laisser à Mathieu, mais en même temps il nous finance quand même à hauteur des 2/3 du budget de l'Observatoire, donc c'est la moindre des choses quand même. Et donc, je vais laisser à Mathieu le soin de nous expliquer plus précisément ce qu'est la FEST, quel est le cadre général, comment est-ce que finalement cette manière d'apprendre sans aller dans une salle de cours peut être réglementairement reconnue à tous les niveaux. Oui, bonjour à tous. Donc, vous l'avez compris, Norbert n'avait pas d'autre choix que de m'inviter. J'espère que ça sera aussi pédagogique dans les éléments qu'on pourra vous apporter. Alors peut-être revenir un peu sur ce qu'est la FEST et pourquoi la FEST, ça a été évoqué. Pour comprendre ce qu'est la FEST, il faut revenir en fait à la première loi de la formation professionnelle, celle de 1971, et pourquoi du coup la FEST n'avait pas été intégrée à ce moment-là. Il faut comprendre qu'au moment de la négociation sur ce système du financement de la formation professionnelle, il y avait une inquiétude sur le fait que les fonds de la formation professionnelle ne servent pas à la formation en tant que telle, mais soient détournés pour pouvoir financer du travail qui ne soit pas apprenant. Et c'est pour ça que dans l'histoire en fait de la formation professionnelle, il y a vraiment une séparation du travail et de la formation professionnelle. La problématique, c'est que ça a engendré un modèle de formation qu'on connaît tous bien, qui est le modèle magistral de formation en classe, très descendant, et qui, à un moment donné, a atteint ses limites, notamment en termes d'efficacité pédagogique. Donc il y a des questionnements qui ont été mis en place, il y a notamment une expérimentation qui a été portée par la DGEFP, le ministère du Travail, à partir de 2015, pour essayer de réfléchir si on ne pouvait pas rapprocher finalement le travail de la formation professionnelle. Et du coup, cette expérimentation a porté ses fruits, on y a contribué à l'époque, pour pouvoir du coup créer une nouvelle modalité pédagogique. Et j'insiste que la FEST est une modalité pédagogique. Souvent, il y a une confusion, on pense que c'est un dispositif de financement, par exemple. Non, c'est une modalité pédagogique, au même titre que la formation en présentiel, au même titre que la formation à distance. Et donc, elle a effectivement été inscrite, enregistrée dans la loi de l'avenir professionnel de 2018, et elle est reconnue en tant qu'action de formation. Alors, juste en quelques mots, peut-être en quoi elle consiste cette formation en situation de travail. Comment on la caractérise, comment on la reconnaît, comment on l'identifie. Premier élément, déjà, c'est qu'il y a une intention pédagogique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la volonté de former, et ce n'est pas un apprentissage sur le tas. Souvent, il y a une confusion entre la formation sur le tas et la FEST. La principale différence entre les deux, c'est le fait que vraiment avec la FEST, il y a une projection, il y a une prévision, il y a la volonté de former. Deuxième élément, au niveau de la FEST, on va retrouver deux phases qui sont caractéristiques de cette modalité pédagogique. Un, c'est une situation de travail dite apprenante. Une situation de travail dans laquelle on va aménager les conditions, on va avoir aussi un droit à l'erreur pour l'apprenant, et c'est important, et dans lequel du coup l'apprenant va pouvoir du coup s'exercer, se tromper, et puis identifier comment agir en compétence. Deuxième phase en complémentarité, c'est ce qu'on appelle la séquence réflexive. Et là, c'est l'idée de revenir en dehors de la situation de travail sur ce qui s'est joué. Pourquoi j'ai agi de telle manière? Qu'est-ce que j'ai fait qui a répondu du coup aux attentes qui ont été formalisées? Qu'est-ce que je n'ai pas fait et que j'aurais pu faire différemment? Et c'est ce travail-là d'analyse a posteriori qui caractérise du coup la deuxième phase spécifique à la FEST. Donc voilà à peu près dans les grandes lignes. Et puis je pense qu'on reviendra un petit peu plus en détail dans la suite des questions. Merci Mathieu. Donc oui, déjà quelques éléments pour fixer le cadre. Je me tourne maintenant vers Émilie. Chez BPCE, plus précisément Natixis en tout cas, dans votre périmètre d'intervention, ça fait déjà un paquet d'années que vous avez recours à de la FEST, même si réglementairement ça ne s'appelait pas encore tout à fait comme ça. Vous pouvez nous donner quelques exemples de réalisation ?
Alors tout à fait, donc mon service intervient au sein de la filière production chez BPCE Assurance. Donc on forme les collaborateurs issus donc des plateaux d'accueil relations clients et l'assistance au réseau bancaire, Caisse d'épargne et Banque Populaire. Et il y a déjà 4 ou 5 ans, le rallongement de notre formation théorique, on était passé de 3 semaines à 4 semaines, voire presque 5 semaines, puisque les nouvelles offres arrivaient, nos process évoluaient aussi. Il s'avérait qu'il y avait un vrai décalage entre ce que le collaborateur pouvait donner en formation en salle avec un formateur et après arriver sur les plateaux téléphoniques. Donc en lien avec les métiers, nous avons travaillé notre déroulé et maintenant notre parcours nouvel entrant se compose de 8 semaines de formation, 5 semaines de formation théorique et 3 de formation pratique qui sont cadencées. Donc le collaborateur arrive, voit avec nous 2 semaines de formation théorique sur les fondamentaux, sur le produit auto. Par la suite, il passe 1 semaine sur les plateaux téléphoniques où il reçoit uniquement des flux auto, en l'occurrence, ce qui lui permet d'ancrer ses connaissances uniquement sur cette partie-là. Et puis après, il revient avec nous en formation sur le multirisque habitation, il retourne sur les plateaux. Enfin, ce cadencement se fait jusqu'aux 8 semaines de formation pour vraiment pouvoir ancrer tout ce qu'il voit après avec nous en salle. Et on a un vrai lien avec les métiers opérationnels, puisque bien évidemment, le lien est très important pour permettre une fluidité, en tout cas, du parcours de formation. Merci, Émilie. Côté OPCO, vous avez d'autres exemples recensés d'AFEST sur lesquels vous avez pu intervenir en termes de financement ? Alors, en toute transparence et honnêteté, aujourd'hui, on n'a pas un afflux massif d'AFEST. Mais du coup, on a bon espoir que les choses évoluent dans le temps, mais je pense que c'est un processus qui va être assez long. On accompagne quand même à peu près 50 projets par an sur le sujet. Le dernier exemple qui me vient en tête, c'est une entreprise d'ingénierie. Et pour le coup, ce qui est intéressant, c'est dans le cadre d'une alternance. C'est une entreprise de l'ingénierie qui produit des prototypes en plastique avec du coup des imprimantes 3D. Et sur lequel ils n'ont pas identifié de formation adaptée par rapport à leur machine-outil. Et du coup, par rapport à leurs alternants, ils ont construit un parcours de formation sur mesure, un peu comme ce qu'évoquait Émilie, une forme un peu de parcours d'intégration plus, entre guillemets, avec à la fois de la formation en présentiel, pour le coup certifiant, complétée par de la FEST, pour pouvoir s'approprier du coup l'usage des machines-outils spécifiques à l'activité de l'entreprise. Merci. Je me tourne à nouveau vers Émilie, parce qu'on a... vous avez décrit un peu le processus, hein, le déroulé. Est-ce que vous pouvez caractériser plus précisément, alors à la fois les avantages que représente l'AFEST, cette modalité pédagogique, on insiste sur ce point-là effectivement, par rapport à des méthodes plus traditionnelles, même si voilà, l'une n'est pas forcément exclusive de l'autre. Et puis peut-être aussi retenir quelles sont les limites, hein, les précautions d'usage à avoir par rapport justement à l'usage des AFEST. Alors pour nous, les bénéfices sont multiples. Tout d'abord, le collaborateur qui intègre l'entreprise, ça lui permet de découvrir finalement d'être dans l'opérationnel, mais dans un contexte sécurisant. Il n'est pas tout seul face à son client, au téléphone en l'occurrence, mais il a bien un collaborateur expérimenté à côté de lui, qui va l'accompagner, qui va pouvoir vraiment le guider pas à pas. C'est également permettre à l'entreprise de décrypter rapidement toutes les compétences du collaborateur, puisque là, on va voir tout ce qui est demandé dans le cadre de sa fiche de poste. Donc rapidement, on va savoir qu'au-delà de la maîtrise des connaissances techniques, est-ce qu'il a la relation client, est-ce qu'il a la technique commerciale, et puis également pour l'entreprise et pour les plateaux, on voit une meilleure intégration des collaborateurs qui sont mis vraiment en situation réelle et ils sont baignés, entre guillemets, dans les objectifs du plateau, dans les règles de vie, et ça leur permet de vraiment s'intégrer beaucoup plus rapidement. Après, en effet, il faut être quand même vigilant, ça ne se fait pas sans accompagnement au préalable, et c'est pour le coup au niveau des tuteurs qu'il faut vraiment accompagner sur cette notion de tutorat. C'est pas uniquement montrer ce que je sais faire au quotidien, c'est vraiment donner du sens dans ces actions de formation, puisqu'on martèle vraiment ce message-là auprès de nos collaborateurs. Vous n'êtes pas juste là pour montrer votre poste de travail, mais c'est bien un moment de formation qui vient dans l'accompagnement, dans le suivi de la formation théorique. Donc l'accompagnement des tuteurs est indispensable. Et comment est-ce que les professionnels déjà en poste ont-ils accueilli la démarche ? Est-ce qu'il y avait un enthousiasme de dire finalement on va intégrer
des petits jeunes et puis on va leur apprendre les ficelles du métier. Mais j'y vois, en fait, on réinvente la logique apprenti, compagnon, maître. On est dans une logique où on intègre des nouveaux entrants que l'on forme, à qui on apprend les gestes du métier, directement sur le poste de travail et non pas dans une salle de cours. Comment est-ce que les professionnels en place accueillent-ils justement ce dispositif, cette modalité et puis les jeunes qui se présentent ? Alors, c'est très bien perçu parce que finalement, on se rend compte maintenant avec nos 4-5 ans d'expérience de ce fonctionnement que les collaborateurs sont beaucoup plus rapidement autonomes dans leur prise de poste. Toutefois, on ne peut pas attendre d'eux, quand ils sont en formation, en situation de travail, d'être comme leurs collègues d'à côté. Ils ne vont pas faire les mêmes missions. Il ne faut bien évidemment pas brûler les étapes, mais en tout cas, et ça a toujours été très bien accueilli, et même dans la vie d'une équipe, finalement, puisqu'on récupère un collaborateur et avec qui on l'accompagne dans sa formation. Donc le lien est très fort entre le nouvel entrant et son tuteur. Est-ce que c'est plus rapide ou est-ce que finalement l'un dans l'autre, on a un temps d'acquisition des compétences qui est relativement comparable entre le fait d'apprendre sur un poste de travail ou apprendre dans une approche plus théorique dans une salle de cours ? Vous avez du recul par rapport à cela ? Alors, je ne dirais pas que c'est plus rapide, mais en tout cas, ça permet de bien mettre tout en place dans la tête du nouvel entrant. Quand on parle du client qui va appeler pour pouvoir, je ne sais pas, changer de véhicule, c'est très théorique quand nous, on l'aborde en formation. Bien évidemment, on voit le process, on voit les garanties. Et là, d'avoir le client qui ne s'exprime pas comme notre manuel des procédures, ça permet vraiment de bien ancrer les connaissances. Oui, c'est ce que je disais, c'est quand même au pied du mur qu'on voit le mieux le mur, quand même. Exactement. Un rajout, Mathieu, des retours, des remontées que vous avez pu percevoir aussi de votre côté ? Alors on s'est interrogé nous aussi sur la question des avantages et des limites. C'est vrai que pour moi le principal avantage, ça peut paraître absurde quand on le dit, mais c'est d'identifier l'entreprise comme un lieu de savoir. Et qu'on y réfléchit sur cette formation qu'on fait en présentiel, dire je cherche quelqu'un de compétent, donc je vais l'emmener en dehors de l'entreprise sur la formation classique, c'est quand même une forme d'aberration. Donc déjà, repositionner l'entreprise comme un lieu de savoir, je pense que c'est important. Et puis c'est valorisant aussi pour les équipes. On l'a parlé par rapport au collectif de travail, il peut y avoir, on l'a vu aussi, des réticences. Il y a un travail pédagogique pour expliquer en quoi ça consiste, quel est l'intérêt, mais souvent on voit des bénéfices induits vraiment pour l'ensemble des équipes qui sont valorisées sur les enseignements qui prodiguent. Deuxième avantage qu'on a identifié, c'est qu'en fait ça force à expliciter l'agir en compétence. Dans quelle situation on agit en compétence, par quel cheminement il faut passer, et on a beaucoup de bons professionnels qui sont extrêmement compétents mais qui sont incapables de l'expliciter. Et cette démarche, elle force à expliquer ces éléments, à le formaliser, à l'écrire pour pouvoir le transmettre. Et ça, c'est un vrai atout pour l'entreprise. Et puis, dernier avantage, c'est effectivement le fait d'être au plus près de la réalité, et ça a été évoqué. Sur les limites, j'en vois deux, on en avait perçu deux, c'est un peu vrai dès lors qu'on a un nouveau dispositif ou quelque chose d'innovant au niveau de l'OPCO. Les gens vont des fois, soit ça va être un rejet ou une adoption massive, et les gens vont des fois trouver dans la FEST le remède miracle à tous les maux. Non, la FEST, ça s'applique vraiment à des conditions particulières de mise en œuvre. Notamment, il y a un investissement qui est très important pour l'entreprise au démarrage, puisque du coup, il faut faire tout ce travail d'analyse du travail, de formalisation, de création du coup de séquences pédagogiques, de sensibilisation du collectif de travail pour pouvoir embarquer les nouveaux entrants, les salariés apprenants. Donc, pour moi, c'est efficace dans des situations qui vont être amenées à se répéter. Donc, dans des parcours d'intégration, c'est tout à fait adapté. Et puis, ça sera efficace aussi là où, du coup, il y a des compétences rares qu'on ne peut pas acquérir en dehors. Moi, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent me voir et qui me disent « Ah, on a vu la FEST, on est extrêmement intéressé, on voudrait le mettre en place. » D'accord ? Quelle est votre motivation ? Là, j'ai des compétences que je voudrais développer, mais du coup, j'ai un organisme de formation qui le fait, mais je ne suis pas très satisfait. Prenez peut-être le temps de regarder plutôt avec un autre organisme de formation, parce que si vous avez sur le marché une offre de formation qui répond à votre besoin, vous passerez beaucoup moins de temps et vous n'allez pas à vous décourager. Donc vraiment, il faut être attentif sur quel type d'action, de situation il faut mettre en œuvre la FEST. C'est vraiment quelque chose de complémentaire et pas forcément de substitution aux autres modalités pédagogiques. Ce qui me marque, mais voilà, autant aussi qu'ancien responsable formation, c'est que on a le sentiment qu'il y avait des endroits effectivement pour accéder à la connaissance
et puis des endroits qui n'étaient pas des lieux de connaissance, à savoir le lieu de travail. C'est-à-dire qu'on déniait au poste de travail le fait de pouvoir être apprenant, comme si le travail n'était pas apprenant. Ce qui reviendrait finalement à considérer que le concept d'expérience n'existe pas. On ne peut pas acquérir de l'expérience, que l'expérience, par définition, on l'acquiert sur son lieu de travail. Donc si le lieu de travail n'est pas un lieu d'acquisition de compétences ou de connaissances, à partir de ce moment-là, il faut aller dans une salle de cours pour progresser. Ce qui, bien évidemment, n'a pas de sens. Ce que je retiens aussi, finalement, c'est qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée qui sont les mêmes. C'est le travail réel. On part véritablement d'une analyse du travail réel pour construire, pour décortiquer les compétences, les savoirs à acquérir, pour décortiquer la manière, le chemin par lequel on va cheminer, passer pour y parvenir, avec une progressivité dans la maîtrise de la complexité du travail, mais avec un accompagnement, une mise dans le bain. Est-ce à dire, mais je l'ai un peu sous-entendu, enfin je l'ai entendu dans vos propos préalables, parce que le métier, ce n'est pas uniquement des compétences détenues, c'est aussi un environnement général, c'est un système de valeurs, c'est une représentation de la belle ouvrage ou de la mauvaise ouvrage. Comment est-ce que l'on fait bien son travail ou que l'on fait mal son travail? C'est un système de valeurs, c'est au final ce sur quoi se fixe une identité professionnelle. Est-ce que dans l'analyse préalable du travail que vous faites et dans le suivi que vous faites, vous allez jusqu'à ce stade-là de considérer le métier dans son ensemble, même si la définition que j'en donne est plutôt sociologique, mais est-ce que tous ces pans-là qui composent le travail, qui font le professionnel, qui distinguent le professionnel, sont pris en compte dans la formalisation d'une AFEST? Je vais aller plus loin. Je pense que non seulement ils sont pris en compte, mais il y a un enjeu supplémentaire, c'est qu'il faut l'objectiver. Je l'ai évoqué tout à l'heure, et c'est souvent ce qui n'est pas fait. Enfin, j'ai vraiment j'ai des illustrations, des exemples. Lorsqu'on a travaillé sur l'expérimentation avec la DGEFP, on travaillait avec une entreprise commerciale et on devait accompagner, dans le cadre de l'alternance, du coup, des différentes entreprises. Et on discutait avec un dirigeant d'entreprise, il nous parlait de sa nouvelle assistante. Sa secrétaire était partie à la retraite et il y avait une nouvelle assistante qui était là. Et il nous disait, vous vous rendez compte, les jeunes, c'est pas possible, ils n'ont pas le savoir-vivre. Et puis, là, mon assistante, elle ne sait pas respecter la confidentialité. Et du coup, on a discuté un petit peu avec lui pour comprendre un peu les situations. Et il nous demandait des cas d'usage et des situations professionnelles qu'il avait rencontrées. J'étais avec un client la semaine dernière. Du coup, j'ai demandé à mon assistante d'être là pour faire une prise de notes. On échange, les choses se passent bien. Et à un moment donné, je demande à mon client de venir dans mon bureau pour avancer un peu plus sur les négociations. Et là, l'assistante est venue, elle est venue dans le bureau, elle est restée dans le bureau. Et vous vous rendez compte, elle était là et on n'a pas pu aborder des sujets un peu plus sensibles ou commencer à négocier. Et là, on discutait un petit peu avec ce dirigeant. Je me dis, mais est-ce que vous lui avez exprimé et formalisé quelle était l'attitude à avoir dans ce genre de situation? Est-ce que vous avez déjà expliqué le fait que dans le cadre de la prise de notes, dans un cadre formel, aujourd'hui, oui, vous attendiez qu'elle soit présente, que vous avez pour habitude de négocier un certain nombre d'éléments dans votre bureau avec des discours un peu plus confidentiels et que vous lui demandez de se retirer, de ne pas participer à ces conversations? Aujourd'hui, il n'y a pas eu ce travail d'explicitation, de formalisation. Et je pense que c'est important de le faire. Et on a pour habitude de le faire beaucoup sur les gestes techniques. Mais je pense que ce qui peut être intéressant à travers la FEST, c'est aussi de sortir du geste technique. Et surtout pour nos métiers, c'est aussi d'arriver à objectiver ces compétences comportementales dont on dit souvent qu'il ne faut pas aller sur le sujet parce qu'on ne travaille pas sur le savoir-être. Et je pense qu'à raison, on ne doit pas changer le savoir-être des personnes. Par contre, on a le droit et on doit expliciter l'attitude qu'on attend d'une personne dans un cadre professionnel défini. Pareil, vous avez pu relever aussi, Émilie, cette prise en compte des postures ou des attentes exprimées par rapport aux postures. Vous parliez tout à l'heure de compétences transversales, comportementales, pédagogiques, etc. C'est quelque chose également qui fait partie de la réflexion en amont de la mise en place d'une AFEST. Alors tout à fait, c'est vrai que l'attendu est multiple pour le nouveau collaborateur. Bien évidemment, la compétence technique, les techniques commerciales, gérer aussi tous ces outils et la relation client. Et chez BPCE Assurance, on accompagne en tout cas le tuteur et le tutoré dans cette période de formation en situation de travail grâce à un livret où finalement on essaye de recenser les compétences qui sont attendues dans sa fiche de poste. Et le nouveau, à ces moments de phase réflexive où il s'auto-diagnostique
diagnostic et on ne regarde pas uniquement, en effet, je sais maîtriser le produit auto ou je sais mon process. Non, c'est aussi comment je suis avec mon client au téléphone et c'est lui qui va s'analyser dans ce livret du tutorat, accompagné aussi bien évidemment de son tuteur, mais qu'il ait de cette réflexion lui-même sur les compétences qui sont attendues sur le poste. Oui, alors c'est quelque chose aussi qu'on pratique de longue date dans certains milieux, dans certains métiers. Je pense en particulier aux métiers commerciaux, parce que il est bien évident qu'il y a des compétences qui sont expérientielles. Ça signifie que si on n'a pas la pratique du métier, on ne peut pas comprendre ce qu'il en est précisément. Là, on est dans le monde de l'assurance, mais pour ceux qui aiment le bois, les métiers du bois, de la menuiserie en particulier, vous expliqueront qu'un morceau de bois, ça ne se travaille pas dans n'importe quel sens, qu'il y a le sens du fil, et que le bois, il réagit, qu'il a une âme, et qu'il faut respecter la manière dont le bois réagit pour pouvoir réussir à réaliser une pièce, sinon elle casse, elle ne fonctionne pas. Je reviens dans le monde de l'assurance, effectivement, et dans les milieux commerciaux. Ça fait quand même bien longtemps qu'on a cessé de considérer, je vous apprends, les produits d'un côté, la formalisation d'une technique de vente comme s'il existait une martingale universelle disponible sur étagère, et puis après, je vous envoie sur le terrain pour mettre tout ça en œuvre, et puis il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, à la fois, on utilise des mises en situation pour apprendre les techniques, les produits, les caractéristiques de ce que l'on va avoir à vendre, pour s'entraîner également à des réactions diverses et variées de ses interlocuteurs, mais rien ne vaut effectivement le terrain et la réalité du client des clients pour se rendre compte de ce qu'il en est. C'est un peu comme quand on anime des tables rondes, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Autre sujet, alors là aussi on l'a effleuré, je vous demandais tout à l'heure comment étaient accueillis les nouveaux collègues que vous alliez intégrer par cette modalité pédagogique particulière qui sont les AFEST. Du côté des commanditaires, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que, Mathieu le disait, on connaît, on en entend parler, mais on a le sentiment que ça a du mal à prendre. En tout cas, ça va prendre du temps avant de se généraliser. Comment est-ce que ça se passe du côté des commanditaires? C'est un oui franc d'emblée, ou est-ce qu'il faut négocier, argumenter, convaincre pour intéresser et puis obtenir que ceux-ci acceptent cette modalité de mise en œuvre? Alors, chez BPCE Assurance, clairement, c'est un oui franc. Tout le monde est convaincu de l'intérêt de la FEST. Maintenant, on est quand même vigilant à ce que chacun respecte bien son rôle et que tout le monde soit en lien. On prévoit de nombreux échanges entre les opérationnels, entre la formation, entre les tuteurs, parce que c'est bien beau de dire que c'est très bien, mais il faut aussi accompagner tout ce monde et qu'il y ait une vraie continuité pédagogique. Et le rôle de chacun est important. Le tuteur n'est pas manager, le tuteur n'est pas non plus formateur, en tout cas comme nous on l'est il est formateur, mais pas dans la formation théorique, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire vraiment d'apport théorique, il se concentre sur la partie pratique. Donc en début de chaque parcours nouvel entrant, on aime bien refaire un point, en tout cas sur les rôles de chacun, mais ils en sont convaincus. Même question côté OPCO, est-ce que il faut vraiment prendre sa petite valise de VRP et puis aller faire du porte-à-porte pour vendre la FEST, ou est-ce que, même si c'est encore timide, vous avez le sentiment qu'une fois qu'on a expliqué, il y a une adhésion qui s'exprime? La première question qu'on vient me poser, moi, c'est dire, j'ai entendu qu'il y avait du coup la FEST, qu'est-ce que vous avez comme budget disponible pour pouvoir financer mes actions dans l'entreprise? Une fois qu'on a passé du coup cet écueil-là, du coup on travaille sur l'appropriation du sujet. Pour vous donner un ordre d'idée, on a une prestation d'appui conseil au niveau de l'OPCO qu'on propose. Alors nous, on accompagne plus spécifiquement les petites et les moyennes entreprises sur le sujet. Et on a une prestation avec des cabinets RH qui accompagnent les projets de l'entreprise pour embarquer l'ensemble de l'entreprise. Parce que c'est un projet d'entreprise que mettre en place une AFEST. Et pour vous donner une répartition sur le nombre de jours qu'on consacre à cette mission, on a à peu près 2 jours sur l'analyse du travail, qui est financé auprès du cabinet conseil pour vraiment décortiquer du coup les différentes situations et ce qui est joué dans chacune des situations. On a 2 jours sur la mobilisation des acteurs. Parce que souvent, et comme sur beaucoup de projets, ça va être délégué à une personne, mais ça ne va pas embarquer les commanditaires, ou ça n'embarquera pas le collectif de travail. Et pour qu'il y ait une réussite, il faut que l'ensemble de ces acteurs soient embarqués. Et puis après, on a 2 jours sur le suivi, la mise en œuvre de la FEST. Ce qui est important pour nous, de ce qu'on a repéré sur la mise en œuvre de la FEST, c'est qu'on distingue bien 2 rôles distincts dans l'entreprise. On a, nous, ce qu'on appelle du coup le référent AFEST.
Donc il y a la personne qui va coordonner le projet, qui va animer le projet dans son ensemble, mais qui n'est pas nécessairement du coup formateur. Et puis on va avoir du coup les formateurs AFEST, là qui vont être plutôt les professionnels du métier et qui vont accompagner le salarié apprenant dans le bon geste, dans du coup les apprentissages. Et c'est important de distinguer les rôles parce que du coup c'est une répartition des tâches et ça permet d'embarquer toutes les parties prenantes de l'entreprise. Ce qui me marque, et je trouve que ça va dans le sens général de ce que l'on vit dans les entreprises depuis quelques années, pas tant que ça malgré tout, c'est qu'il y a une réappropriation de la dimension collective du travail. C'est-à-dire que pendant longtemps, le modèle qui a prévalu, c'était un modèle qui était quand même relativement taylorien, où on misait énormément sur le process, sur la rationalité du process, sur les outils mis en place, et puis sur le transfert aussi sur le client d'un certain nombre de tâches. Comme je dis toujours, c'est la grande idée de Félix Potin, encore une invention française. Quand c'est le client qui remplit son caddie, finalement, on n'est pas obligé de le faire à sa place. Et pour autant, on était quand même dans une segmentation qui avait un peu tendance à isoler le collaborateur sur son poste de travail et lui faire perdre un peu la dimension collective du travail, c'est-à-dire à la fois ce qu'il y a en amont et ce qu'il y a en aval. Dans ce contexte-là, et c'est pour ça que je fais le parallèle avec les nouvelles organisations, on a beaucoup travaillé, c'était notre dernière étude de décembre dernier sur l'agilité, alors à la fois en tant qu'organisation, en tant que méthode de travail, mais surtout en tant que posture professionnelle. Ce que je retrouve là dans la formation en vous écoutant l'un et l'autre, c'est que apprendre, c'est pas l'affaire d'une personne face à un savoir à acquérir pour en faire une connaissance puis une compétence. On a véritablement l'impression, et c'est en tout cas ce qui ressort de votre discours, que c'est d'abord une affaire d'équipe, une affaire d'entreprise, et que si on n'embarque pas un système, un écosystème autour de l'apprenant, on n'arrivera pas à ses fins. Donc je trouve que c'est un point qui est intéressant. Dans quelle mesure, puisqu'on a parlé de l'apprenant, on a parlé des tuteurs, on a parlé des commanditaires, de l'environnement général qui est fait, notamment des référents à FEST qui peuvent exister alors à l'OPCO ou en entreprise, dans quelle mesure est-ce que finalement le métier de formateur lui-même est impacté par cette nouvelle manière d'appréhender une action de formation ? Est-ce que ça demande des compétences particulières? Est-ce qu'il y a des spécialisations que l'on voit opérer? On l'a vu dans le domaine du e-learning, où on a des métiers qui apparaissent parce qu'il y a des savoirs, je me tourne notamment vers Philippe Julien, il y a des savoirs à développer qui, in fine, deviennent des métiers à part entière. Est-ce que c'est la même chose? Alors peut-être pas aujourd'hui, quoique vous avez déjà quelques années de recul côté BPCE, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des spécialisations qui sont en train de se mettre en place? Alors c'est vrai que chez nous, mais dans mon service, les formateurs sont tous issus des plateaux dans leur expérience professionnelle, donc ils connaissent parfaitement les métiers, l'attendu, mais en effet, il y a besoin quand même de certaines spécialisations. Je pense à nos collaborateurs qui sont sur le plateau d'accueil relations clients, qui font également de la souscription et du rebond commercial. Si on veut être dans la continuité au niveau de notre formation théorique et ce qui est leur quotidien, eh bien, il faut qu'on spécialise aussi nos formateurs pour pas qu'on aborde juste ce point-là avec les tuteurs, mais bien qu'on soit dans cette continuité et en formation théorique et en formation pratique. Et ça commence à se mettre en place. Mais c'est en marchant qu'on apprend aussi. On s'est rendu compte qu'il y avait en effet ce challenge à avoir aussi de notre côté toutes les compétences qui sont nécessaires. Juste en forgeant qu'on devient forgeron, c'est une belle démonstration. C'est de la sagesse populaire. Du coup, j'imagine qu'à l'OPCO Atlas, ça devient une offre de services complémentaires pour accompagner les entreprises désireuses de développer, de mettre en place des AFEST. Alors oui, on a effectivement du coup des offres d'accompagnement, des formations de formateurs, des occasionnels, des formations de formateurs AFEST, des formations de référents AFEST. Après, moi, je distingue, encore une fois, parce qu'on accompagne nous plutôt les petites et moyennes entreprises, je pense que l'AFEST, à la différence de la formation à distance, n'est pas une affaire de spécialistes. C'est-à-dire que quand on travaille du coup vraiment sur la formation à distance, on travaille vraiment sur l'hyper-spécialisation de l'ingénierie pédagogique. Et pour avoir fait un master sur le sujet, je sais que c'est beaucoup d'apprentissage et c'est un temps long pour aujourd'hui être ingénieur pédagogique et travailler sur la formation à distance. Sur la FEST, l'enjeu, j'associerais plutôt à l'accompagnement qu'on fait sur les tuteurs et les maîtres d'apprentissage. Parce que l'enjeu, c'est pouvoir s'appuyer sur de bons professionnels et assurer une transmission des compétences entre pairs.
Et donc, du coup, c'est plutôt un accompagnement et j'allais utiliser le terme de déverrouillage. C'est-à-dire que souvent, ces bons professionnels ne sont pas légitimes pour transmettre. Et du coup, il y a quelque chose à débloquer, quelques éléments à transmettre. On fait une formation de 2 jours pour qu'ils puissent être aujourd'hui en capacité à s'approprier les principes et après se mettre en action. Après, en termes de spécialistes, là, pour le coup, les formations un peu plus longues, c'est plus pour le référent qui va cadrer, animer le projet dans son ensemble, là, qui demande un peu plus de compétences spécifiques sur le sujet. Merci. Oui, donc, ce que je retiens, entre autres, c'est que finalement, parmi les compétences du métier, il y a aussi savoir transmettre les gestes de son métier à un nouvel arrivant au sein de l'équipe, qui est peut-être là encore une dimension qu'on avait un peu perdue dans la valse des postes et des personnes. Peut-être une dernière thématique, je vois l'heure qui tourne, et puis Émilie, son train qui se rapproche, mais il faut qu'il se rapproche, il ne faut pas qu'il s'éloigne. Peut-être une dernière question, peut-être un peu piégeuse, mais si se développe effectivement la FEST, dans quelle mesure est-ce que nos tableaux de bord traditionnels de suivi de la formation sont-ils toujours aussi opérants ? Est-ce qu'il y a des indicateurs particuliers ? Est-ce que globalement, c'est ça un peu... Voilà la question cachée derrière, c'est est-ce que finalement ça ne remet pas en question la fonction formation au sein de l'entreprise qui, de fait, va devoir davantage passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultats, qui était d'ailleurs le sous-titre d'une étude qu'on avait publiée en 2017, donc bien avant cette loi reconnaissant les AFEST. Une exigence de résultat, c'est peut-être un peu fort, mais en même temps, clairement, une fois que, en tout cas chez nous, le collaborateur a suivi ces 8 semaines de formation, qu'il a fait la pratique sur le terrain, on attend forcément de lui qu'il soit opérationnel. On nous a accordé ce temps des 8 semaines et sur les plateaux, c'est pas évident d'obtenir un peu plus de temps, donc on court toujours après le temps en tant que formateur, et on attend de lui, en effet, qu'il soit opérationnel. Chez nous, la fin de la formation se termine par un questionnaire de professionnalisation où il y a la partie théorique, mais également la partie pratique. Donc forcément, on attend que les collaborateurs soient autonomes et prennent leur poste de travail après ces 8 semaines, même s'ils sont encore accompagnés. Mais c'est le vrai enjeu, c'est la durée de la formation. On sait bien que nous, en tout cas, on aimerait toujours en avoir un peu plus pour continuer de les accompagner, mais c'est pas facile. Oui, pour approfondir, mais c'est vrai que ce qu'il y avait aussi d'ailleurs, c'est que dans les indicateurs classiques de la formation, il y en a que 3. C'est le taux d'accès, la durée moyenne et le coût moyen. Et puis après, on l'applique sur telle et telle population, mais on tourne en rond, on est toujours sur ces 3 indicateurs. Après, on peut élargir un peu le cercle et puis essayer de réfléchir dans une approche un peu plus, est-ce que la formation a porté ses résultats, c'est-à-dire a permis à un non-sachant d'acquérir les gestes du métier, de devenir opérationnel. On le voit déjà un peu plus lorsqu'on est dans une logique de CQP, de certificat de qualification professionnelle, où finalement, alors c'est peut-être un peu manichéen, la compétence est acquise, oui, non, mais en tout état de cause, dans ce contexte-là, on voit bien que la finalité de ce qui est mis en place en amont vise à une opérationnalité sur poste de travail. Donc c'est un peu en ce sens-là que j'imaginais, est-ce que ça a du sens d'imaginer d'autres indicateurs de mesure de la performance de la formation qui ne soient pas uniquement une possibilité d'accéder à la formation, un temps consacré à la formation en présentiel ou en distanciel, ou des coûts dédiés spécifiquement à la formation. Mathieu, je vous voyais... Non, mais on a beaucoup réfléchi à cette question parce que je suis le représentant quand même du coup d'un organisme qui pendant 40 à 50 ans a construit son financement sur leurs stagiaires. Vous faites une action de formation, vous faites 30 heures ou 40 heures. Si vous atteignez le même résultat, vous êtes mieux rémunéré si vous avez fait 40 heures pour atteindre le même résultat. Donc c'est quand même un peu une forme de paradoxe. Et alors l'avantage de ce système, c'est qu'il est simple, il est clair, il est lisible. Mais du coup, il contient des limites. Donc je sais que depuis quelques années, nous, on a engagé des réflexions sur ce qu'on appelle les logiques de financement au forfait parcours. C'est-à-dire qu'on définit des compétences à acquérir dans le cadre d'un parcours et on définit un montant forfaitaire de financement pour l'atteinte de ce parcours, que ce parcours fasse 90 heures ou qu'il fasse 120 heures. Voilà, donc ça fait partie des raisonnements sur lesquels nous, on essaye d'avancer, réfléchir pour développer ce qu'on appelle du coup l'efficacité pédagogique. Après, sur les indicateurs de mesure, là aussi, on avait essayé de se pencher un peu sur le sujet. Il y a des choses qui existent, mais qui sont difficiles à matérialiser.
il y a 2 indicateurs qui seraient très intéressants à suivre. C'est dans le cadre d'une évaluation à froid, c'est globalement après une formation, est-ce que vous vous sentez plus à l'aise sur votre poste de travail, oui ou non, et dans quelle proportion? Et puis le retour aussi du manager. Est-ce que vous considérez qu'à l'issue de la formation et après un temps d'appropriation, vous considérez aujourd'hui que votre collaborateur est dans de meilleures dispositions et répond mieux aux objectifs que vous lui assignez? Mais c'est des éléments qui sont complexes à mettre en place et à objectiver, à mesurer. Oui, qui ne sont pas dans une culture, effectivement, on est toujours dans cette culture héritée, alors à la fois dans la lignée des 30 Glorieuses et des lois de 70 qui ont fixé quand même un cadre où il y a les endroits où on se forme et les endroits où on travaille. Donc voilà, et la boucle est bouclée. Justement, on arrive au terme de cette table ronde. En guise de conclusion, est-ce qu'il y a une thématique, un message, un sujet qu'on n'a pas abordé qui vous paraissait important de mettre en exergue plus particulièrement? Émilie, je me tourne vers vous. Le mot de la fin. Pour moi, c'est vraiment le lien très fort, en tout cas, entre les opérationnels et la formation, et qu'il faut vraiment maintenir mais avoir cette importance aussi d'apporter toutes ces modalités pédagogiques. Alors, on le fait là chez nous en formation initiale pour nos nouveaux entrants, mais je pense qu'on a aussi à creuser sur de la formation continue, puisque c'est aussi important de pouvoir faire ces moments de formation en situation de travail, même pour un collaborateur qui est déjà en place, mais qui va découvrir une nouvelle compétence. Merci. Mathieu, le mot de la fin? Si je devais retenir un mot, moi, par rapport à la FEST, c'est le droit à l'erreur. Alors, le droit à l'erreur par rapport aux apprenants, mais c'est le droit à l'erreur pour nous et pour l'entreprise aussi. La FEST, ça peut paraître complexe, c'est technique. Nous, on est tombé dans cet écueil. On a produit des guides que vous avez projetés, je vous invite à aller les voir, mais on va retravailler dessus dans les prochains mois parce qu'on a eu le syndrome du bon élève, on a voulu travailler les choses de manière très fine. Et on se rend compte que du coup, il y a un certain nombre d'entreprises que ça effraie et qui ne souhaitent pas s'embarquer ou s'essayer à la FEST. Et je pense que c'est important à partir du moment où on respecte quelques principes fondateurs, notamment 3, l'intention de former, le fait d'avoir des situations de travail apprenantes et ces séquences réflexives, de s'essayer à la FEST. Et on a aussi le droit à l'erreur, c'est comme ça qu'on va apprendre, c'est comme ça qu'on va construire une autre culture de la formation dans l'entreprise. Merci à tous les deux. Alors, je regardais en parallèle, pour ne pas oublier les personnes qui sont à distance. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Oui, Philippe. Alors, attends, voilà, pour que ce soit enregistré. Merci. Juste d'un mot, Madame Belfond, je voulais vous poser une question concernant les populations que vous avez vues pratiquer la FEST. Est-ce que vous avez pu faire une segmentation? Autrement dit, vous êtes-vous rendu compte qu'il y a des profils qui sont plus adaptés ou qui vont apprendre plus facilement avec cette modalité par rapport à d'autres? J'ai entendu ce que disait Mathieu concernant la complémentarité en matière de modalité de formation. C'est une modalité parmi d'autres. Est-ce que vous avez constaté qu'il y ait des populations qui étaient plus ouvertes, plus facilement apprenant dans ce dispositif par rapport au dispositif habituel? Alors c'est vrai que pour les collaborateurs qui n'ont aucune expérience dans le domaine de l'assurance et qui arrivent chez nous, qui ont un parcours professionnel très varié et divers et qui peuvent même parfois nous surprendre d'ailleurs maintenant, on a des profils vraiment différents, c'est vrai que c'est vraiment profitable puisque au-delà d'avoir cet apport théorique, ils mettent rapidement, on va dire, les mains dans le cambouis, ils comprennent vraiment le métier qui est attendu et dans toutes ses spécificités, que ce soit la connaissance technique, que ce soit l'aspect commercial, que ce soit les process, et pour eux c'est vraiment, vraiment bénéfique. Merci. Une autre question? Michel. Pourtant, c'est toi qui as écrit le chapitre dans le baromètre. Justement. Tu as été formateur, responsable formation aussi. Oui. Dans les dimensions de la FEST qui ont été soulignées, il y a la dimension retour réflexif. Alors j'aurais 2 questions, l'une pour Émilie rapidement et une autre pour Mathieu. Pour Émilie, est-ce que vous pouvez illustrer concrètement ce que retour réflexif signifie concrètement dans vos expériences d'AFES pour les gens? Et puis pour Mathieu, la même question, mais lorsque vous, d'un point de vue d'OPCO, vous regardez un dossier, à quoi vous allez trouver les traces ou les signes
que les modalités pédagogiques qu'on vous propose sur un projet rencontrent ces exigences de retour réflexif ou pas, sachant que la notion n'est quand même pas enfin, elle est séduisante, mais peut-être pas si évidente à saisir et à toucher concrètement. Alors chez nous, les collaborateurs, donc ils ont un livret de tutorat avec un programme qui est défini justement pour pas brûler les étapes et que le tuteur n'aille pas trop loin. Et donc le nouvel entrant a cette période où à la fin de chaque journée ou de chaque semaine, enfin en tout cas ça dépend du programme, il va vraiment s'auto-diagnostiquer sur voilà l'attendu, voilà comment moi j'ai perçu. Est-ce que là j'étais à l'aise avec la partie process? Est-ce que là j'étais à l'aise avec la partie commerciale? Et selon moi, qu'est-ce que j'ai besoin encore pour pouvoir aller un petit peu plus loin si je me suis sentie un petit peu fragile sur une thématique. Donc c'est vraiment un auto-diagnostic qui n'est juste accompagné du tuteur pour le timing, mais vraiment pas dans la réflexion. Et ça, c'est important de le dire, c'est vraiment le tutoré et le nouvel entrant qui est tout seul, en tout cas dans ce moment-là. Merci. Ce qu'on va regarder, nous, et ce qu'on va préconiser que du côté de l'OPCO, c'est aussi l'alternance des temps. Et on est attentif à ne pas avoir du coup un temps de formation qui soit la situation de travail apprenante exclusive. Alors, ça dépend des durées qu'on va mettre en œuvre. Et puis finalement, un bilan uniquement à la fin de l'action de formation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ait quand même vraiment ces séquences réflexives qui soient un temps dédié, privilégié pour revenir ce qui s'est joué dans la situation donnée. Et donc qu'elle ne soit pas trop éloignée non plus de la situation de travail. Parce que si on revient sur une situation de travail 2 mois après l'avoir vécu, on ne se rappelle plus ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu, les détails de l'intervention. Alors la différence de ce qu'évoquait Émilie, nous ce qu'on recommande parfois, c'est d'avoir du coup un tiers qui fasse ce travail un peu d'analyse des pratiques et qui puisse aussi faire un médiateur. Parce que dans la situation de travail, il y a aussi un rapport hiérarchique qui fait que souvent le formateur est le manager direct du salarié apprenant et qui fait qu'il peut y avoir des biais. Et parce que du coup, peut-être qu'il va y avoir de la contradiction, le salarié apprenant ne va pas être d'accord sur la façon de réaliser un certain nombre d'éléments. Mais comme ce rapport hiérarchique peut biaiser du coup le dialogue. Donc c'est pour ça que nous, à travers les référents à FEST, on leur demande aussi d'accompagner notamment les premières séquences réflexives pour jouer ce rôle de médiateur et pour que chacun puisse s'exprimer sur la façon dont il a perçu, ressenti et analysé du coup la situation de travail. Merci. Alors du coup, on a une question aussi, pas de la salle, mais des internautes, d'une dénommée Elisabeth, que je salue au passage, une autre Elisabeth, parce qu'on en a une aussi dans la salle, qui dit « Bonjour, quel accompagnement proposez-vous pour les plus grandes entreprises du secteur ?» Alors, c'est vrai qu'on a des accompagnements qu'on propose, mais aujourd'hui, on a des financements qui sont plutôt réservés aux entreprises de moins de 250 salariés. Pour autant, aujourd'hui, on a tout un outillage qui est à disposition sur le site internet de l'OPCO. Vous avez vu effectivement le manuel de la FES qu'on a sorti il y a un peu plus d'1 an. Il y a des modèles d'outils, de documents qui sont mis à disposition. Vous retrouvez également quelques vidéos. On a aussi à disposition, du coup, on a référencé un peu plus d'une dizaine de cabinets sur l'ensemble du territoire pour mettre en place des prestations d'appui conseil à la mise en œuvre de la FEST. Alors souvent, on a un pré-diagnostic qui est fait par nos conseillers formation, d'un jour, 1 jour et demi, pour savoir, expliciter ce qu'est une FEST et voir si les conditions sont réunies au niveau de l'entreprise. Et puis après, une fois qu'on va passer sur la phase de mise en œuvre, il y a la possibilité de mobiliser ces cabinets pour pouvoir mettre en œuvre cet accompagnement qui est prévu sur 6 jours, et pour sécuriser notamment sur les premiers projets, pour s'assurer qu'on respecte bien les principes de la FEST. Merci Mathieu. S'il n'y a pas d'autres questions de la salle, ce que je vous propose, on va terminer cette table ronde.